Donc je reprends le cours sur l'élasticité. Donc j'ai ici représenté le cas d'une rotation uniforme. Euh, le fait de tourner un objet en fait ne demande aucune force spécifique. Il n'y a pas de déformation de l'objet. Donc, si je considère un point P, en fait ce point P de l'objet se déplace d'un point P'. Si on considère une rotation uniforme autour de ce point O, d'accord, d'un angle θ sur 2. Euh, voilà, donc on veut en fait nous constituer un objet mathématiquement qui, dans le cadre d'une déformation qui n'en est pas une, c'est-à-dire une rotation uniforme, ne change pas la nature des déplacements des points à l'intérieur de notre objet solide. Voilà. Donc de même, nous pourrions donc généraliser les formules précédentes que nous avons vues, hein, puisqu'on a vu que l'élasticité suivant xx c'était égal à la dérivée partielle de u par rapport à x. Eh bien, on pourra définir l'élasticité suivant xy comme étant la dérivée partielle de u par rapport à y. Le coefficient de déformation suivant yx sera alors la dérivée partielle de v par rapport à x. Ceci est la deuxième vidéo, donc si vous n'avez pas vu ma première vidéo, je pense que vous allez avoir du mal à comprendre les notations. Donc allez voir la première vidéo si vous ne l'avez pas vue, sinon on prend la vidéo en cours. Donc dans le cas d'une simple rotation, on a des déplacements, donc ceci n'engendre pas de contrainte élastique. Donc le champ de déplacement suivant x va être donné par u égale θ sur 2 y, et le champ de déplacement suivant y va être donné par v égale moins θ sur 2 x. Donc en fait, si on définit pour une rotation la déformation suivant xy, qui est égale à la déformation suivant yx, qui est égale à 1/2 de la dérivée partielle de u, donc du déplacement u, c'est le déplacement suivant x, u, d'accord, par rapport à y, plus la dérivée partielle de v, donc v étant le déplacement par rapport à déplacement suivant axe y, donc dérivée partielle de v par rapport à x, eh bien, on va rendre nul notre tenseur de déformation. Et effectivement, vous pouvez vérifier qu'on a bien que la contrainte de déformation sur xy est égale à la contrainte de déformation sur yx qui est égale à 0. Si on a défini effectivement u comme étant égal à θ sur 2y et v comme étant égal à moins θ sur 2 x. Donc on veut rendre nul notre tenseur de déformation, donc avec cette définition, il est nul effectivement dans le cadre d'une rotation, puisqu'en fait une rotation n'implique pas de force spécifique, il n'y a pas de déformation de notre matériau. Donc pour une translation continue, u de x est constant, et la dérivée partielle de u par rapport à x est égale à 0, et pour une rotation, effectivement, à ce moment-là, on a nos éléments tenseurs de déformation qui sont nuls. Donc un élément important, c'est qu'en élasticité, on prend deux points proches, et on regarde comment ils se déplacent, c'est-à-dire quelle est la différence entre deux vecteurs. En fait, vous prenez donc deux points proches, sont représentés par un vecteur, et vous regardez le déplacement en fait de ces deux vecteurs suite à une déformation, d'où en fait la nécessité d'utiliser des tenseurs, parce qu'en fait la déformation d'un vecteur qui sépare deux points sera un autre vecteur. Okay, donc pour une rotation, les éléments de matière ne se déplacent pas, donc la contrainte élastique est nulle, et on construit donc un objet symétrique. Voyons le cas maintenant du cisaillement isotrope. Ok, donc on suppose qu'on applique effectivement un cisaillement suivant y, et en parallèle un cisaillement suivant x, d'accord. Eh bien, en notant donc notre champ de déplacement sous la forme u égale θ sur 2y et v égale θ sur 2x, d'accord. Eh bien, on va voir donc que notre contrainte sur xy est égale à la contrainte sur yx, qui est égale à donc 1/2 donc de la dérivée partielle de u par rapport à y plus la dérivée partielle de v par rapport à x. Bon, ça c'est effectivement une définition à connaître, on va dire un peu par cœur. Car dans les calculs, on vous donne effectivement parfois les champs de déplacement sur x, y, z, donc u, v, w, et vous devez calculer les contraintes, notamment les contraintes de cisaillement, d'accord. En fait, on verra plus tard que dans le tenseur de déformation, exx et eyy et ezz, ce sont des contraintes, tandis que lorsqu'on a des indices croisés, en fait, on a des forces de cisaillement en fait, en matériau. Okay. Donc ici, on a que exy est égal à eyx qui est égal à θ sur 2. Donc si je considère mes points de coordonnées 0, 0, 1, 0, 1, 1 et 0, 1, donc le point donc, de coordonnées 0, 0 ne va pas bouger. Le point de coordonnées 1, 1, son déplacement, ça sera donc θ sur 2, et donc cette nouvelle coordonnée, ça sera égal, donc avec effectivement, puisque le déplacement suivant, x sera θ sur 2 de y étant le point de la coordonnée en y d'origine,
ici, y, ben, il vaut 1. Donc on a donc les nouvelles coordonnées de ce point, ici, seront 1 plus θ sur 2 et 1 plus θ sur 2. Okay. Le point de coordonnées 1, 0, lui, aura pour déplacement, ben, on applique la formule, u θ sur 2 de y, puisque y est égal à 0, donc u, le déplacement u suivant x sera nul. Le déplacement v suivant y sera θ sur 2x, comme x vaut 1. Comme x vaut 1, ici, eh bien, ce sera θ sur 2. Ok, autrement dit, le point de coordonnées 1, 0 se déplacera au point de coordonnées 0 θ sur 2. Ok, car mon champ de déplacement est effectivement u égale θ sur 2y et v égale θ sur 2x. Bon, on fera ensuite, je ferai ensuite des exercices pour pouvoir illustrer ces calculs en fait, hein, dans des cas de champs de déformation qui sont donnés de nature différente. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'effectivement, pour avoir le nouveau point de coordonnées R, de vecteur R', mais en fait, R' vectoriellement, c'est R plus U. On dit c'est notre vecteur originel auquel on ajoute, donc vectoriellement, c'est une addition vectorielle, un vecteur déplacement. Je vous rappelle que si on est dans le plan U, il a deux coordonnées. Si on est dans l'espace U, ben, en fait, ça va être U de X, Y, Z, V de X, Y, Z et W de X, Y, Z. D'accord? Pour un cisaillement isotrope, on aura E de X, Y qui est égal à θ sur 2. Alors maintenant la notion de tenseur de déformation. Donc on va étudier effectivement les variations spatiales du déplacement U de x, y. La différentielle de U du déplacement, c'est U moins U0. Si j'ai exprimé là effectivement un point P0 et un point P0', donc on a qui sont représentés par le vecteur U0. Ben, suite à une déformation, donc on a du dx entre P0 et P. Et bien suite à la déformation, le point P va devenir le point, P0 devient P et P0' devient P'. D'accord? Donc, je vous rappelle, effectivement, la formule de Taylor. La différentielle de UI, c'est la dérivée partielle de UI sur dxj, dxij. Donc, ça correspond à U moins U0. Bon, je vais revenir là-dessus. C'est une sommation d'Einstein, dans le sens où, effectivement, les indices répétés, en fait, on fait une sommation sur les xj, là, puisque les xj sont répétés. D'accord? Et on aura donc la dérivée partielle de UI par rapport à xj qui vaudra 1/2 de dui sur dxj plus 1/2 de dui sur dxj. En fait, je vais rajouter la dérivée partielle de uj par rapport à xi, auquel je vais la soustraire ici. La dérivée partielle de uj par rapport à xj, c'est un artifice mathématique qui va permettre d'introduire, en fait, de décomposer notre déformation en une translation et une rotation. Une déformation, une translation, une déformation dite de rotation. Ok, U1 sera par exemple la déformation suivant X, U2 la déformation suivant Y, U3 la déformation suivant Z. Donc effectivement, on prend deux points P0 et P, séparés par des X, et on effectue une déformation élastique. Donc on tire notre solide, et à ce moment-là, donc P va se déplacer en P' et P0 en P0'. Donc comment U varie en fonction de la position, U est égal à dl, donc une translation. Donc on a effectivement la formule qu'il faut retenir. C'est dU va se mettre sous la forme EIJ plus WIJ dxj. D'accord? On verra que EIJ sera notre contrainte de cisaillement et WIJ sera une rotation, un élément de rotation. Donc je redétaille les notations, en fait, les notations, la convention d'Einstein, en fait. Donc notre vecteur déplacement U, ça va être une somme vectorielle des vecteurs déplacement suivant les différents axes. Donc ici, si on est en coordonnées, on est dans l'espace, donc il y a trois coordonnées espace. Donc je vous rappelle, la différentielle de U1, c'est la dérivée partielle de U1 par rapport à X dx, plus dérivée partielle de U1 par rapport à Y dy, plus dérivée partielle de U1 par rapport à Z dz. Donc c'est le Taylor. Vous avez la même chose pour la différentielle de U2 et la différentielle de U3. D'accord? Soit en notation d'Einstein, les indices répétés, on fait la somme pour I variant de 1 à 3 des DUI devient DUI qui est égal à la dérivée partielle de U par rapport à XJ, dxj. Ok? Autrement dit, donc je répète, c'est quand même assez important, la différentielle de U va se mettre sous la forme donc de EIJ, qui sera une vraie déformation élastique, plus WIJ qui sera une rotation dxj. Hein, avec EIJ qui sera égal à, donc, à 1/2 dérivée partielle de UI sur dxj, plus dérivée partielle de UJ sur dxj, dxi, et WIJ, 1/2 de dérivée partielle de UI sur dxj, moins la dérivée partielle de UJ sur dxi.
Donc finalement, notre tenseur de déformation, et c'est comme cela que l'on le calculera quand on connaîtra les champs de déformation U, V et W. Donc U étant le champ de déformation suivant l'axe des X, V étant le champ de déformation suivant l'axe des Y, et W étant le champ de déformation suivant l'axe des Z. Eh bien, on va avoir nos contraintes ici. Donc E1, ça sera la dérivée partielle de U par rapport à X. E22, ça sera la dérivée partielle de V par rapport à Y. E33, ça sera la dérivée partielle de W, donc du champ de déformation de W, bon, qui effectivement le champ de déformation W pour la direction Z, donc la dérivée partielle de W par rapport à Z. Et on a en fait les EIJ avec I différent de J. On a un tenseur de déformation symétrique, donc ces EIJ représentent des cisaillements, d'accord, à ne pas confondre avec les contraintes qui seront sur la diagonale de notre tenseur de déformation. Et on aura par exemple U12 qui sera égal à 1 demi, dérivée partielle de V sur dx, plus la dérivée partielle de U sur dy. Ok. Alors on a effectivement affaire à un tenseur symétrique, donc diagonalisable, qui a des valeurs propres réelles. Bon, la notation U virgule x, qui sera la dérivée partielle de U par rapport à x. Donc à connaître effectivement notre tenseur de rotation, WIJ qui vaut 1 demi de dérivée partielle de U sur dxj, moins la dérivée partielle de UJ sur dxi, donc pour la partie antisymétrique de notre tenseur. Là, je vous ai mis une autre notation qui est utilisée dans des bouquins que vous retrouverez dans des exercices. Bon, c'est pas la notation que je vais utiliser, mais je vous l'ai noté. Voilà. Alors, quelques exemples de déformation. Donc, si l'on étire, en fait, selon l'axe des x d'un facteur lambda, on va avoir donc le champ de déformation suivant. X sera de la forme U égale lambda x. Donc, on prendra donc 0 puisqu'il n'y aura aucune déformation suivant Y et également aucune déformation suivant Z. Et alors, notre tenseur de déformation va se mettre sous la forme donc d'une matrice 3-3 avec lambda, premier élément, première ligne, et 0 comme élément sur toutes les autres coordonnées de la matrice. Voilà, donc on peut dire quand un seul élément diagonal, le diagonalisable, en fait, lorsqu'on a un seul élément dans la matrice diagonale, 0 de partout, bien, si vous reconnaissez un tenseur de déformation de cette nature, vous voyez un tenseur de déformation comme ceci, eh bien, ce sera un étirement. Donc, si lambda est ici, c'est un étirement suivant x. Si lambda est au milieu de la matrice, ce sera un étirement suivant y. Et si lambda est ici, ce sera un étirement suivant z. Bien évidemment, dans le cas d'un étirement, il n'y a pas de rotation donc de notre solide. Et la matrice de rotation, en fait, déformation rotation, sera égale à la matrice nulle, 3-3. Donc voilà, ce que j'ai dit, si on a un étirement suivant x, u sera égal à 0, le champ de déformation suivant x. Par contre, le champ de déformation suivant y sera de la forme u égale lambda y. Et on aura donc cette matrice de déformation. Pour une rotation uniforme, ben on l'a vu précédemment en début de vidéo, U est de la forme θ sur 2y, V est de la forme moins θ sur 2x, et le tenseur de déformation, ben c'est le tenseur de déformation nul, puisqu'une rotation d'un matériau suivant un axe quelconque ne déforme absolument pas le matériau, ok? Donc notre tenseur de déformation est nul, ce qui est logique. Par contre, on a un tenseur de rotation, ben vous le retrouvez, vous allez avoir du 0, moins θ sur 2, 0, θ sur 2, 0, 0, 0, 0, 0. Voilà. Donc, si on considère maintenant un étirement suivant les trois directions d'espace, donc le champ de déformation suivant x sera de la forme u égale alpha x, le champ de déformation suivant y sera de la forme v égale bêta y, et le champ de déformation suivant z sera de la forme w égale gamma z. On aura ce qu'on appelle une dilatation anisotrope, d'accord? Donc, c'est une dilatation, donc le tenseur de rotation est nul, le tenseur nul, hein. Par contre, notre tenseur de déformation sera de la forme donc une matrice diagonale avec alpha, bêta, gamma comme éléments diagonaux qui sont en fait les coefficients d'étirement. Donc une matrice, un tenseur de déformation de cette nature correspond à une dilatation anisotrope avec suivant trois axes. Anisotrope parce que alpha est différent de bêta, alpha est différent de gamma bien sûr, d'accord? Il y a anisotropie puisque ce sont des coefficients différents. On n'a pas le même étirement suivant les différentes directions de l'espace. Ok. Alors, pour calculer les déformations, ben, on va voir R' qui est de la forme R plus U, d'accord? U étant notre champ de déformation. Dans le cadre d'un cisaillement anisotrope, maintenant, que se passe-t-il? Eh bien, vous voyez ici, donc j'ai un cisaillement suivant l'axe des Y, avec un cisaillement de plus en plus fort lorsque Y augmente.
Et bien pour un cisaillement anisotrope, donc on aura un champ de déformation suivant x, puisqu'il est ici, hein, vous voyez bien, il est parallèle à l'axe des x, notre déformation, elle est parallèle à l'axe des x, donc ce sera de la forme lambda y. Bon, v, il n'y a aucune déformation suivant x, et aucune déformation suivant z. Autrement dit, le tenseur de notre champ de déformation sera sous la forme d'une matrice 3-3, donc de la forme 0, lambda sur 2, 0, lambda sur 2, 0, 0, et 0, 0, 0. Et on a effectivement une rotation. Donc on a pour un cisaillement anisotrope, effectivement, une matrice de rotation, un tenseur de rotation, de la forme 0 moins lambda sur 2, 0, lambda sur 2, 0, 0, et 0, 0, 0. Voilà. Donc en fait, lorsqu'on vous donne ce type de matrice, vous devez reconnaître que ça correspond à un cisaillement de type anisotrope. Donc U et V, on le verra, bon, sont effectivement les champs de déformation, et ces champs de déformation s'obtiennent par les équations de Navier-Stokes. Donc je ferai une vidéo un peu plus tard. Bon, je sais pas à quel moment vous prendrez cette vidéo, mais je ferai une vidéo un peu plus tard sur effectivement les équations de Navier-Stokes qui permettent de récupérer les champs de déformation. Alors, interprétation du tenseur de déformation. Donc on a un vecteur initial dx qui va se déformer en un dx', donc U c'est notre déformation initiale, notre champ de déplacement initial, et bien en fait on va se déplacer de U plus du, et la norme de dx' sera égale à la norme de dx carré plus 2 fois, si vous faites le calcul, 2 fois EI, EIJ, DXI, DXJ, voilà, c'est une double sommation pour I variant de 1 à 3 et de J variant de 1 à 3. Voilà, c'est la norme finale après la déformation. En fait, vous faites le produit scalaire de dx par dx, et vous allez avoir des termes d'ordre 2, des termes d'ordre 3, des termes en EI, EJ qui se croisent, et vous gardez simplement les termes d'ordre 1. Voilà. Donc dans la base diagonale, notre tenseur de déformation va s'écrire sous la forme d'une matrice diagonale, E1, E2, et E3, pour les éléments diagonaux, qui sont donc les contraintes respectives appliquées suivant x, y et z, d'accord. Un élément de longueur dl va être étiré en dl', on va avoir dx qui va être d racine carré dx1 carré plus dx2 carré plus dx3 carré, et une norme de dl' qui sera égale à la norme de dx' carré qui sera égale à 2. Ça, vous faites le calcul et vous obtenez ça après simplification, 1 plus 2, 1, dx1 carré plus 1 plus 2, 2, dx2 carré plus 1 plus 2, 3, dx3 carré. Donc on mesure expérimentalement cela à l'aide d'une jauge de déformation. Ok. Donc on peut faire un développement limité à l'ordre 1, puisque effectivement E11, E22 et E33 sont des éléments, des déformations infinitésimales. On considère des déformations de l'ordre de 1 à 2% généralement. Effectivement, E11 c'est dx1' moins dx1 sur dx1, c'est un allongement relatif suivant x1'. E22 dx2' moins dx2 sur dx2, qui sera l'allongement relatif suivant x2'. Bon, E1 c'est égal à 1 plus delta L moins L sur L, delta L sur L, de l'ordre de 1,1 à 2% général. Alors, c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs du reste de d'élasticité des petites déformations. Okay. Donc, déformation d'un élément... déformation donc d'un élément de volume dV. On considère dV' qui est égal à dx1' plus dx1', dx2', dx3', c'est égal à 1 plus E1 plus E2 plus E33 dV. Donc notre élément de volume dV va se transformer dans un élastique en un élément de volume dV'. Je vous rappelle que la trace des tenseurs de déformation est un élément constant qui ne dépend pas de la base dans laquelle vous exprimez votre tenseur de déformation. La trace de votre tenseur de déformation E serait égale à E1 plus E2 plus E33 serait égal à dV' moins dV sur dV. Donc ça correspond au taux de dilatation. Donc souvent, on peut savoir effectivement facilement de combien le matériau s'est dilaté à travers une mesure expérimentale. Donc dx1 qui sera égal à 1 plus E11 dx1, dx2 1 plus E22 dx2, dx3 sera égal à 1 plus E33 dx3. Lorsque vous faites le produit des termes, en fait dx1', dx2', vous allez faire le produit de 1 plus E11, facteur de 1 plus E22, le tout multiplié par les différentiels sur x1 et x2. D'accord. Donc si vous multipliez ça, vous allez avoir un terme d'ordre 1 et des termes d'ordre 2 qu'on va négliger car dx est très petit. Ok. Autrement dit, lorsque vous faites dx1', dx2', dx3', sera égal à dv'. Ok.
ok, donc 1 plus E1, facteur de 1 plus E de 2, le facteur de 1 plus E3, 3, dx1, dx2, dx3. Vous allez avoir un terme de la forme 1 plus E1 plus E de 2 plus E3, 3, plus un produit de termes qui seront des perturbations négligeables, extrêmement petites. Donc on néglige les produits des EIJ, EKL, car ce sont des produits petits et par hypothèse, on s'intéresse à des déformations de l'ordre de 1, 2, 3% maximum. Donc on va voir maintenant la notion donc de matériaux sous contrainte. On a effectivement deux types de forces qui peuvent s'appliquer à un matériau, des forces de volume et des forces de surface qui vont induire des déformations potentielles. Alors en ce qui concerne les forces de volume, donc je prends l'exemple d'une poutre qui est solidement scindée, donc un mur. Eh bien la poutre va fléchir, peut potentiellement fléchir sous son poids. Donc ce sont des forces de volumiques dues à la gravité. Donc elle se calcule comme ceci. Donc la force volumique totale, c'est l'intégrale sur tout le volume de la poudre, de la densité volumique F de R dV. Bon, voilà, je donne un exemple ici en piézoélectricité. Certains matériaux se compressent sous l'effet du champ électrique, c'est aussi possible. Bon, ici on peut avoir donc une densité volumique massique correspond au poids. Alors, donc on vient de voir ces forces de volume. Maintenant, on a effectivement les déformations dues à des forces de surface. Et on aura effectivement que la force totale exercée sur notre matériau sera l'intégrale de T de R ds. T de R sera une force de traction. Donc si je prends une poutre qui est toujours collée au mule, je tire dans un sens. Donc lorsqu'on tire, en fait, on déplace des atomes vers la droite qui vont déplacer eux-mêmes des atomes de la gauche. Et de cette matière, la force de surface, en fait, elle est transmise à l'autre bout, à la cause de la matière. Alors, c'est effectivement, en fait, ces forces, c'est en fait des ondes qui se déplacent à des vitesses supérieures à la vitesse du son dans le vide, puisque les ondes dans la matière sont de l'ordre de facteur 5 à 10 fois plus rapide que dans le vide. Donc en fait, il n'y a pas propagation instantanée, mais ici on considère les petits éléments de volume, et donc on va considérer que la propagation de l'onde de déformation, quelque part, est instantanée. Alors, j'ai ici défini le vecteur traction, donc je considère donc un petit élément d'air de notre matériau. Donc l'élément d'air est caractérisé par son vecteur normal. N, c'est le vecteur normal à cette surface élémentaire, delta A. Et on considère qu'on applique une force, donc delta F, de traction sur cette surface élémentaire. Eh bien, T vectoriellement de R et de N sera la limite lorsque cette surface tendra vers 0, donc d'un rapport entre la force de traction et la surface. Donc on a bien effectivement T qui est une force par unité de surface, donc des newtons par mètre carré. Les forces se transmettent effectivement à la vitesse du son, bon ça je l'ai dit, donc dans un matériau, donc c'est plus rapide que dans l'air, à peu près 10 fois plus rapide. Ici, on fait effectivement de l'élastostatique, au contraire de dynamisme. Donc on considère des objets petits et on considère qu'on a une transmission d'un bout à l'autre de la poutre quasi instantanée. T de R de N sera fonction de la position, donc il y a des endroits où effectivement cette traction sera un peu plus faible, d'autres où seront un peu plus forts, et on parlera de concentration des contraintes. Les contraintes effectivement se concentrent sur certaines zones, donc la contrainte de traction est fonction de la position. Bon, je prends l'exemple d'une claire molette, je ne sais pas si ça vous parle. Donc la notion de vecteur traction, donc T est une force par unité de surface qui s'applique sur une surface, donc la normale donc étant perpendiculaire à la surface. Si la force de traction est parallèle à N, alors c'est équivalent, donc effectivement il sera équivalent à une pression, et on parlera de pression surface, de force surfacique, donc de pression. Donc je vous mets ici une égalité vectorielle qu'il est utile de connaître et de comprendre. En fait, vectoriellement, le vecteur traction T en R et en N, c'est l'opposé du vecteur traction T en R et en moins N. Ben oui. Si N devient moins N, en fait, le vecteur traction passe ici. Donc, tenseur contrainte. S'il y a quelque chose à retenir, en fait, de ce deuxième cours, ça va être bien ça. En fait, on va définir sigma xy comme étant la force selon y sur une surface perpendiculaire à x.
Ok? Autrement dit, j'ai représenté un volume infinitésimal, j'ai représenté le tenseur des contraintes. Donc sigma xx, sigma yy, sigma zz, ce sont les contraintes. Et par contre, les éléments croisés, sigma yx, sigma yz, sigma zy, sont eux des forces de cisaillement. D'accord? Je vous rappelle que vous avez un tenseur symétrique. Et donc normalement, sigma yx, c'est sigma xy. Et sigma xz, c'est sigma zx. De même que sigma zy est égal à sigma yz. Donc je vous ai représenté effectivement les différentes contraintes. Si on prend par exemple sigma z, voilà, donc sigma z, z. Donc ce qui est important, c'est que le premier indice, donc je crois que j'en parle après, voilà. Donc sigma xy, sigma yz sont des forces de cisaillement. Sigma ij, en fait, i représente la normale, j la direction dans notre tenseur, ok? Si sigma xx est négatif, sigma xy est négatif et sigma zz est négatif, eh bien on aura globalement sur notre élément de volume une compression. Donc je vous rappelle que d'un point de vue dimensionnel, sigma c'est une contrainte ou un cisaillement et ça s'exprime en newton par mètre carré. Ce sont des forces surfaciques par unité de surface. Donc sigma xx, c'est donc par définition la force par unité de surface dans la direction x pour une surface dont la normale est dans la direction x. Donc on voit bien ici, sigma xx représente la force par unité de surface dans la direction x qui est appliquée à cette surface, effectivement, donc dans la surface, pour une surface, donc pour cette surface, dont la normale, qui est représentée par sigma x, est perpendiculaire à la surface. Ok? Donc ça c'est vraiment très important. Et c'est vraiment la chose à retenir de ce cours. Donc on va avoir la somme des forces sur toute la surface. Donc je vous ai écrit le premier pour suivant la direction, donc x chapeau qui est un vecteur unitaire en cartésien sur l'axe des x. On va voir que la force de traction T en R pour un vecteur normal sur x chapeau, c'est sigma xx x chapeau plus sigma xy y chapeau plus sigma xz z chapeau. Ok. Donc ça je vous l'ai expliqué. Premier indice c'est normal, deuxième indice c'est la direction. Et donc, de manière globale, la traction en R suivant N sera égale au produit scalaire en fait entre sigma et N. Et on aura TI de R et de N qui sera égal à sigma IJ NJ. Donc T de R et de N est un vecteur et à la dimension d'une pression, donc une énergie par unité de surface. Voilà. Donc remarque, pour avoir tous les cisaillements, pour avoir du cisaillement, il faut que la force surfacique soit dans le plan de la surface. Effectivement. Si vous êtes dans, si je prends par exemple cette surface, sigma xx, alors du cisaillement, il faut qu'on cisaille de manière parallèle à la surface. C'est une force de cisaillement, au contraire d'une force de traction qui est une force de contrainte. Bon, voilà pour ce deuxième cours sur l'élasticité et la définition du tenseur contrainte, du tenseur déformation. Je pense que je vais faire des exercices après.